Mon mari m'a abandonné sur l'autoroute alors que je perdais Léo pour son premier amour. 10 jours plus tard, il a bloqué mes cartes, a-t-elle compris la leçon? Son assistant a tremblé, elle a disparu depuis 10 jours. Ce soir-là, alors qu'une tempête monumentale s'abattait sur Lyon, au moment précis où une Porsche blanche a grillé un feu rouge, percutant de plein fouet sa voiture et l'envoyant tournoyer, elle n'a pas entendu le fracas assourdissant du métal. À la place, elle a perçu un « pop » sourd et compressé au fond de son abdomen, comme si quelque chose venait d'éclater en elle. Un liquide chaud a coulé le long de ses cuisses, trempant l'ourlet de sa robe. Ce n'était pas du sang. C'était la poche des os qui venait de se rompre. La ceinture de sécurité s'enfonçait sans pitié dans sa chair. Le volant appuyait durement contre son ventre gonflé. L'airbag s'est déployé puis dégonflé aussitôt, la poudre blanche la faisant tousser 2 fois. Chaque tour résonnait dans son abdomen avec une agonie déchirante, une traction vers le bas. Il a fallu 3 secondes à Éléonore pour réaliser qu'elle était en vie, et 2 de plus pour comprendre qu'elle entrait en travail. Un accouchement prématuré à 37 semaines. Les essuie-glaces balayaient encore mécaniquement le pare-brise à moitié brisé, à travers lequel le vent glacial et la pluie battante s'engouffraient, fouettant son visage, ses bras et son ventre. Elle a tenté de bouger, mais son genou gauche était fermement coincé sous le tableau de bord déformé. Une sueur froide a immédiatement perlé sur son front à cause de la douleur aiguë. D'un geste instinctif, elle a cherché son téléphone sur le siège passager, mais il avait glissé sur le tapis de sol. L'écran était fissuré, mais toujours allumé. Le premier nom sur sa liste de contacts était Vincent Sterling. Le pouce d'Éléonore a hésité sur ces lettres. Elle a attendu exactement 5 secondes, puis a appuyé sur « Appeler ». En 5 ans de mariage, c'était la première fois qu'elle composait elle-même son numéro personnel. 5 ans, 1825 jours. Jamais elle n'avait enfreint la règle d'or. Ne pas appeler en dehors des heures de travail sauf en cas d'urgence absolue. Si vous avez besoin de quelque chose, contactez son assistant, Daniel. Il a répondu au bout de 2 secondes. En fond sonore, les annonces d'embarquement du salon VIP de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry résonnaient. Qu'y a-t-il? 2 mots, pas de salutation, aucune émotion dans sa voix. C'était comme s'il recevait un rapport administratif de routine. Éléonore a ouvert la bouche, mais une nouvelle vague de douleur lui a tordu le ventre. Elle a serré les dents, forçant les mots à sortir de sa gorge. J'ai eu un accident sur la 6. J'ai perdu les os. Une seconde de silence a flotté. Puis il a parlé, un peu plus vite mais toujours sans la moindre chaleur. Tu as appelé les secours? Oui, mais à cause de la tempête, le standard m'a dit qu'il y avait au moins 40 minutes d'attente. Alors attends. Les doigts d'Éléonore tremblaient, et pas seulement de froid. Vincent, je suis seul. Je suis à l'aéroport, l'a-t-il coupé, et une once de sentiment a enfin percé dans sa voix. Pas de l'inquiétude, mais une irritation cachée. Le mécontentement face à un planning perturbé. L'avion d'Amélie vient d'atterrir. Elle a un ulcère perforé. Je dois aller la chercher. Attends l'ambulance. Ne crée pas de panique. Tonalité. Il avait raccroché. La main d'Éléonore tenant le téléphone est retombée mollement sur sa robe trempée de pluie et de liquide. L'écran affichait la durée de l'appel, 47 secondes. Il lui avait fallu 5 ans pour trouver le courage de passer ce premier appel. 47 secondes. La douleur abdominale déferlait par vagues. Les intervalles se raccourcissaient. Les contractions ont commencé, irrégulières, furieuses, comme si quelqu'un tordait une serviette mouillée à l'intérieur d'elle et l'essorait de force. Elle s'est pliée en 2, le front contre le volant. Le liquide chaud continuait de couler le long de ses jambes jusque dans ses chaussures. La pluie tombait à verse. Dehors, on ne voyait absolument rien. C'est à ce moment précis que la portière de la Porsche blanche en face d'elle s'est ouverte. Une très jeune femme en manteau de cachemire beige en est sortie en titubant. Ses longs cheveux trempés étaient collés à son visage. Son maquillage coulait, mais ne masquait pas sa beauté raffinée. Elle était au téléphone. À travers sa vitre brisée, Éléonore a regardé la femme frissonner, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était douce et suave, mêlée d'une plainte larmoyante qui sonnait à la fois comme un caprice et un appel à l'aide. Vincent, j'ai eu un accident. J'ai si peur. La pluie est si forte.
Je suis seul sur l'autoroute. Peux-tu venir me chercher? J'ai si mal au ventre. Vincent. Ce nom a transpercé le cœur d'Éléonore comme un éclat de glace. Elle connaissait cette femme, Amélie Moreau, le grand amour de fac de Vincent. Il y a 3 ans, elle était partie étudier sur la Côte d'Azur. Une influenceuse mode avec 2 millions d'abonnés sur Instagram. L'invité spécial du gala de charité annuel de Sterling et compagnie. La fille au sourire radieux et à la queue de cheval dont la photo encadrée trônait sur le bureau de Vincent. Juste une amie, lui avait-il dit lors de leur première année de mariage. Après avoir vu la photo dans son bureau, elle n'avait posé la question qu'une seule fois. Il n'avait même pas levé les yeux de ses documents. Son ton suggérait qu'il énonçait un fait indigne de discussion. Une amie. Est-ce que des amis pleurent et appellent un homme par son nom au milieu d'une nuit de tempête? Une amie peut-elle joindre un numéro que même une épouse a l'interdiction d'appeler? Un homme efface-t-il de son agenda sa femme qui vient de perdre les os pour une amie, ne lui accordant que 47 secondes? Éléonore ne savait pas. Elle savait seulement que son ventre lui faisait de plus en plus mal. L'intervalle entre les contractions était tombé à 5 minutes. Son esprit commençait à s'embrumer. Le rugissement du déluge, le vrombissement des moteurs, les pleurs de cette femme. Tous les sons étaient avalés par un vide gigantesque. Elle n'entendait plus que les battements de son propre cœur. Boum. Boum. De plus en plus lent. 12 minutes plus tard, une Maybach noire a fendu le mur de pluie. Elle a reconnu la voiture. Plaque personnalisée de la flotte de Sterling et compagnie. Un subtil emblème doré sur la poignée de porte. L'insigne personnel de Vincent. La voiture s'est arrêtée avec une précision chirurgicale à côté d'Amélie. La portière s'est ouverte et Vincent est apparu à travers le rideau de pluie. Grand et large d'épaules. Même en simple chemise gris foncé taillée sur mesure, il dégageait une autorité suffocante. Ses pas n'étaient pas pressés. Son regard était fixé impeccablement sur Amélie. Éléonore l'a regardé franchir la distance qui le séparait de la femme en 2 enjambées. Elle l'a vu ouvrir son manteau noir fait main, ses boutons de manchette en or brillant sous les phares, et l'envelopper autour des frêles épaules d'Amélie. Je t'avais dit d'appeler le chauffeur, sa voix apportée à travers la pluie, basse et réprobatrice, mais une tendresse à peine perceptible s'est glissée à la fin de la phrase. Amélie s'est blottie dans son manteau et a levé des yeux remplis de larmes. Je suis désolé. Je voulais conduire moi-même. Je crois que j'ai percuté la voiture de quelqu'un. Le regard de Vincent s'est enfin détaché d'Amélie et a balayé le lieu de l'accident. Il a vu la voiture d'Éléonore. Plus précisément, il a vu une Volvo noire méconnaissable. Il a vu le pare-brise brisé, le capot froissé, l'airbag déployé, mais ses yeux ne se sont attardés là que moins de 2 secondes avant de revenir à Amélie. Daniel s'en occupera. Monte dans la voiture. Tu trembles. Éléonore était assise dans cette Volvo démolie. Son genou gauche était toujours écrasé sous le tableau de bord. Sa robe était trempée de liquide amniotique et de pluie. Le tissu blanc avait pris une teinte rose pâle macabre, un mélange de sang et d'eau. Son mari se tenait à 12 mètres de là. Il a vu la voiture, mais il ne l'a pas vue, elle. Ou plutôt, il a choisi de ne pas la voir. En 5 ans de mariage, il n'avait même jamais pris la peine de savoir quel modèle de voiture elle conduisait. Soudain, tout est devenu très silencieux pour Éléonore. Un silence étrange, absolu. Le rugissement de la pluie, le vrombissement des moteurs, les pleurs d'Amélie, tout le bruit ambiant a disparu. Même la douleur des contractions s'est dissoute dans ce vide immense. Elle n'a vu que les feux arrière rouges de la Maybach s'allumer dans le rideau de pluie. La voiture a fait marche arrière. Elle a fait demi-tour et a disparu dans la tempête, emmenant Amélie. Les feux arrière, ressemblant à 2 taches de sang rouge foncé, se sont rapidement dissous dans l'obscurité. Éléonore s'est adossée à son siège et a baissé les yeux vers son ventre. Une nouvelle contraction est arrivée, bien plus forte que la précédente. Son corps s'est cambré, ses ongles se sont enfoncés dans le cuir du volant jusqu'à saigner. Elle n'a pu se retenir et a crié, simplement parce qu'elle ne savait plus quoi faire d'autre que de laisser sortir ce son. Puis elle a repris son téléphone à l'écran brisé. Elle n'a pas appelé Vincent et elle n'a pas appelé les secours. Elle a composé le tout dernier numéro de son répertoire, un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 5 ans. Allô? Une voix de femme âgée mais claire a répondu.
Grand-mère. La voix d'Éléonore était si stable qu'elle démentait complètement le fait qu'elle était une femme en proie à un travail atroce. C'est moi. J'ai besoin d'aide. Accident sur la 6. J'ai perdu les os. Elle a marqué une pause, serrant les dents pour supporter une autre contraction, puis a continué. L'ambulance est à au moins 30 minutes. Contacte le docteur Lambert, celui qui a fait mon opération du cœur à Genève. Fais-lui envoyer une équipe d'évacuation médicale privée. Je vais envoyer les coordonnées. D'accord, ma chérie. Tiens bon. Grand-mère. Fais-le maintenant. Et une dernière chose. La voix d'Éléonore a tremblé, mais chaque mot a sonné clairement. Quand j'aurai accouché, je veux partir d'ici pour toujours. Prépare-moi des papiers et des comptes intraçables, hors de France. Un silence a pesé sur la ligne. 2 secondes plus tard, la femme de 82 ans a répondu d'un seul mot. Fait. Éléonore a raccroché. Dans l'écran éteint, elle a vu son reflet, une éraflure sur le front, un visage d'une pâleur mortelle, les lèvres mordues jusqu'au sang. Sa robe mouillée collait à son ventre, qui se contractait toutes les 2 minutes sous l'effet de spasmes violents. Elle a posé le téléphone sur le siège passager et a enlacé son ventre. Pendant la contraction suivante, elle n'a pas crié. Elle a mordu le dos de sa main, y laissant une marque profonde. Des larmes ont coulé sur ses joues, non pas à cause de la douleur, mais d'un sentiment écrasant qui montait du plus profond d'elle-même. Un sentiment plus fort que l'agonie de l'enfantement. C'était comme si une corde, tendue depuis 5 ans, avait finalement cédé en cette nuit de tempête, laissant échapper un dernier accord vibrant avant de se rompre. De quoi se souvenait-elle? Elle se souvenait du jour précédant leur mariage, devant la mairie. Vincent lui avait tendu un épais contrat de mariage, le visage plus froid que lors de la signature de n'importe quelle fusion commerciale. Clause 1, garder le mariage secret. Ne pas rendre publique la relation. Clause 2, ne pas interférer dans la vie personnelle de l'autre. Clause 3, ne pas appeler sans urgence absolue. Clause 4, il avait levé les yeux du document. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement un calcul routinier. Ne te fais pas d'illusions. Elle ne s'en était pas fait. Pendant 5 ans, elle a vécu comme une ombre dans l'immense demeure d'Écully. Ses costumes étaient toujours suspendus du côté gauche du dressing, triés par saison et par teinte. Ses médicaments pour l'estomac étaient conservés dans le 2e tiroir de la table de chevet de gauche. Son café du matin était préparé avec une eau à exactement 92 degrés Celsius, en utilisant 18 grammes de grains pour une extraction de 25 secondes. Dans sa valise de voyage, ses vêtements étaient pliés dans un ordre strict sur le canapé. Elle se souvenait de tout ce qui le concernait, et lui ne savait même pas quelle voiture elle conduisait. En ce moment même, la Maybach transportant Amélie filait vers l'hôpital. Éléonore le savait car plus tôt dans l'après-midi, elle avait elle-même ajouté la note à l'agenda de Vincent, 20h30. Aéroport Saint-Exupéry, Terminal 1, chercher Amélie. Elle l'avait organisé elle-même. Même le fait qu'il aille chercher une autre femme était arrangé par ses soins. Autrefois, elle pensait que cela lui donnait l'illusion d'une participation secrète à sa vie, maintenant, cela lui semblait juste absurde. Le déluge ne s'arrêtait pas. L'autoroute était déserte. Une alerte météo rouge avait été déclarée dans la ville. À part la Maybach disparue, pas une seule voiture n'est passée. La conscience d'Éléonore a commencé à vaciller. Perte de sang, douleur, choc, déshydratation. Son corps luttait contre 3 facteurs mortels à la fois. Mais elle n'a pas perdu connaissance. Elle n'en avait pas le droit. Se pinçant violemment la cuisse, elle a éclairci son esprit une seconde et a sorti un couteau pliant de la boîte à gants. Pas pour elle. Au cas où l'ambulance ou l'équipe médicale privée n'arriverait pas à temps. Au cas où le bébé ne pourrait plus attendre et qu'elle doive couper le cordon ombilical elle-même. Le métal froid s'est pressé dans sa paume. Elle a fermé les yeux et a écouté sa respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Chaque souffle lui rappelait qu'elle était encore en vie. 23 minutes plus tard, une fourgonnette noire discrète s'est garée à côté d'elle. Les portes se sont ouvertes. 2 personnes en uniforme sombre en sont sorties. Un homme et une femme, tous 2 jeunes, se déplaçant avec une efficacité professionnelle. La femme a éclairé l'intérieur de la voiture brisée avec une lampe de poche et,
voyant l'état d'Éléonore, a été visiblement surprise. « Madame Sterling, nous venons de la part du docteur Lambert. » La voix d'Éléonore était rauque mais précise. « Vérifiez d'abord ma dilatation. Attention. Je soupçonne une fracture du genou gauche. » L'expression de l'infirmière a changé, non pas à cause des blessures, mais parce qu'une femme coincée dans un amas de métal depuis une demi-heure avec un os cassé et des contractions brutales était capable de donner des ordres sur un tel ton. Mais elle n'a posé aucune question. Elle a suivi les instructions. 47 minutes plus tard, le cri d'un bébé a percé le rugissement de la tempête. Faible et rauque, comme le miaulement d'un chaton. Éléonore a donné naissance à un garçon sur la banquette arrière de la voiture démolie où les secouristes l'avaient déplacé. 37 semaines, poids inférieur à 2,6 kg, peau ridée d'une teinte bleuâtre. Mais il était en vie. Éléonore a pris le petit corps enveloppé dans une couverture thermique. Elle tremblait violemment. Du sang séché était incrusté sous ses ongles. Elle a longuement fixé son petit visage ridé et n'a pas pleuré. Elle avait toujours pensé qu'elle pleurerait à ce moment-là, pendant les nuits blanches à attendre son mari. Elle avait souvent imaginé la naissance de son enfant, imaginé une chambre d'hôpital lumineuse, les félicitations des médecins, imaginé qu'il attendrait au moins derrière la porte. Maintenant, elle ne ressentait rien. Tout comme avec son genou brisé, quand la douleur atteint sa limite absolue, elle disparaît tout simplement. Quand ça fait trop mal, les gens ne pleurent pas. Les secouristes ont démarré le moteur. Madame Sterling, nous vous emmenons à l'hôpital le plus proche. Pas d'hôpitaux locaux. La voix d'Éléonore était basse, mais n'admettait aucune discussion. Directement à l'aéroport. À quel hangar se trouve le jet du docteur Lambert? Le personnel a échangé un regard. Parking de l'aviation privée. Mais dans votre état, je connais mon état mieux que vous. Éléonore a serré le bébé plus fort contre elle. Sur le dernier mot, sa voix a tremblé. Roulez. La fourgonnette s'est engagée sur l'autoroute. Les essuie-glaces battaient frénétiquement contre la vitre. Éléonore s'est adossée au siège, serrant le nourrisson. Il ne pleurait plus. Blotti dans la couverture, son petit poing agrippait le bord de sa robe. Elle la regardait. Dehors, la tempête faisait rage. Le monde s'effondrait. Elle a levé les yeux vers les panneaux de signalisation qui défilaient. Chacun lui disait qu'elle partait. Quittant cette ville, ce manoir à Écully, quittant le dressing avec les costumes triés et le café du matin préparé à 92 degrés. Quittant l'homme qui, en 5 ans de mariage, n'avait jamais pris la peine de savoir quelle voiture elle conduisait. Nous partons, a-t-elle murmuré au bébé. Seul l'air a entendu sa voix. Cette fois, pour toujours. Lorsque le jet privé a atterri à l'aéroport de Genève, la température corporelle d'Éléonore était de 34,8 degrés Celsius. Les portes se sont ouvertes. 2 médecins genevois en uniforme bleu sont montés à bord avec une civière. La femme médecin, jetant un coup d'œil au sang séché sur la robe et au nourrisson dans la couverture thermique, a rapidement pris les choses en main. Depuis combien de temps l'accouchement a-t-il eu lieu? 3h17, a déclaré Éléonore d'une voix rauque mais précise. Placenta expulsée. Contraction utérine faible. Perte de sang visuellement autour de 600 cc. Genou gauche, possible fracture. Pas de radio effectuée. Bébé prématuré, 37 semaines, moins de 2,6 kg. Brève asphyxie à la naissance. Respiration stable maintenant. Le médecin s'est de nouveau figé, non pas à cause de la gravité du traumatisme, mais parce qu'une mère qui avait survécu à un accident de voiture, une hémorragie et un accouchement sans anesthésie, débitait ses constantes vitales avec une précision mathématique. Sur la civière, a ordonné sèchement le médecin. L'équipe du docteur Lambert nous attend en bas. Attendez. Les doigts d'Éléonore se sont agrippés à la couverture thermique. Le bébé a poussé un petit couinement. Occupez-vous d'abord du bébé. Je peux marcher. Elle ne le pouvait pas. Au moment où elle a essayé de se lever, sa jambe gauche l'a complètement lâchée. Une douleur aiguë a traversé son genou comme un choc électrique. Elle a basculé en avant et a failli tomber, mais un secouriste l'a rattrapée à temps. Éléonore a serré les dents, sans émettre un son. Elle a regardé sa jambe sous le genou. Le tissu s'était durci avec le sang, se transformant en une croûte noire sous les bouches de climatisation de l'avion.
Finalement, ils l'ont placé sur la civière, et l'équipe de néonatologie a pris le bébé. Quand ils ont retiré la couverture, le visage ridé du nourrisson s'est encore plus plissé à cause du changement de température. Un petit point a frappé l'air à l'aveuglette. Éléonore a tourné la tête et n'a pas quitté des yeux les portes du service de néonatologie jusqu'à ce qu'elles se ferment. Puis elle a fermé les yeux, non pas pour dormir, mais juste pour s'autoriser à s'arrêter. Depuis l'impact sur l'autoroute, son cerveau avait fonctionné à plein régime pendant près de 4 heures. Son instinct d'actuaire l'avait forcé à prendre la décision optimale à chaque moment critique, appeler sa grand-mère, donner des ordres à l'équipe médicale, choisir Genève plutôt qu'une clinique locale. Mais maintenant, alors que la civière entrait dans l'ascenseur, ses mains se sont mises à trembler de manière incontrôlable, et pas à cause du froid. La corde qui avait été tendue jusqu'au point de rupture 4 heures plus tôt s'est finalement rompue dans un endroit sûr. Elle a tremblé pendant 10 secondes, cachant ses mains sous la couverture. Elle les a serrées en poing, enfonçant ses ongles dans ses paumes jusqu'à ce que les tremblements cessent. 6 heures plus tard, le docteur Lambert est entré dans la chambre. Déchirure du ligament collatéral médial du genou gauche. Fissure du plateau tibial. Il a feuilleté les radiographies, parlant d'un ton calme. Bonne nouvelle, pas besoin d'opération. Mauvaise nouvelle, au moins 6 semaines sans aucun poids sur la jambe. Quant à votre récupération postpartum, il a levé les yeux vers elle. Vous avez des signes de légers dommages myocardiques, et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le résultat d'un stress prolongé et d'un manque de sommeil chronique. Quand a eu lieu votre dernier bilan de santé complet? Éléonore était allongée dans le lit, sa jambe gauche dans une attelle. Sous la lumière crue, son visage paraissait presque translucide. 3 ans. 3 ans sans examens médicaux, et son cœur avait commencé à lâcher. Reposez-vous, a dit le médecin en fermant son dossier. Arrêtez de penser que vous êtes en fer. Il est parti, laissant Éléonore seule. Par la fenêtre, Genève nocturne brillait. Un monde complètement différent de l'autoroute ravagée par la tempête. Éléonore n'a pas regardé par la fenêtre. Elle a attrapé sur la table de chevet son téléphone brisé. Elle ne l'avait pas jeté car il contenait ce dont elle avait besoin. Elle a ouvert ses notes. Il y avait une liste rédigée non pas aujourd'hui, mais il y a 3 mois. Le titre se composait d'un seul mot, évacuation. La liste était détaillée et décomposée en 7 étapes. Compte bancaire. Vider 4 comptes joints. Transférer les fonds vers des comptes fiduciaires au Luxembourg et en Suisse. Immobilier et transport. Aucun bien immobilier à son nom. Voiture immatriculée au nom de la société. Aucune action requise. Liens sociaux. Supprimer les comptes de réseaux sociaux français. Résilier le numéro de téléphone. Dossier médical. Contacter le docteur Lambert pour émettre un certificat de décès hors du pays. Dossier clos. Les lois sur la confidentialité le permettent dans des cas spécifiques. Résidence. Donner instruction à l'avocat de désactiver le numéro de sécurité sociale et le statut fédéral sur la base du certificat de décès. Actifs de Sterling et compagnie transférer les droits de gestion des comptes fiduciaires. Sauvegarde des données du fonds familial terminé. Enfant. Enregistrer les actes de naissance uniquement dans un système d'état civil fermé d'un canton sans transfert de données aux bases de données nationales. Elle avait commencé à préparer ce plan il y a 3 mois. Pas à cause de l'accident d'aujourd'hui, pas à cause de l'appel de 47 secondes. Pas à cause de la Maybach qui est passée devant elle, mais parce qu'il y a 3 mois, dans le coffre-fort de Vincent, elle avait vu un document modifiant le bénéficiaire de la fiducie d'entreprise. La ligne du bénéficiaire indiquait « Amélie Moreau ». Éléonore avait construit cette fiducie pour Vincent 2 ans auparavant. La structure, les schémas fiscaux, tout cela était son œuvre. Après avoir lu le document, elle l'a remis en place, a verrouillé le coffre-fort, est descendue à la cuisine, a fait chauffer de l'eau à exactement 82 degrés Celsius, a préparé son thé, l'a posé sur la table et est retournée dans sa chambre. Elle a ouvert son ordinateur portable et a créé cette note. Évacuation. Elle attendait le bon moment, voulant attendre après la naissance et sa convalescence. Vincent avait lui-même accéléré le processus. Éléonore a regardé la liste, faisant défiler lentement l'écran. Elle s'est arrêtée sur le 4e point, émission d'un certificat de décès. Elle a fixé cette ligne pendant un long moment.
Que faut-il pour qu'une personne vivante meure légalement? Une conclusion d'une clinique privée accréditée, une légalisation auprès du service de l'état civil du canton, et la transmission des données aux autorités nationales pour annuler ces documents. Si un patient décède de complications et que le médecin-chef le confirme, la mort devient un fait juridique. Et le docteur Lambert était le médecin personnel de sa grand-mère depuis 20 ans. Éléonore a baissé le téléphone et a fermé les yeux. Elle ne pensait pas à elle-même, mais au bébé dans l'incubateur, dont les poings étaient plus petits que la moitié de sa paume. Si elle survivait, Vincent la retrouverait. Non par amour, mais par soif de contrôle. Un homme habitué à un ordre absolu ne permettrait jamais à une pièce de quitter l'échiquier sans sa permission. Il déchaînerait une armée d'avocats, utiliserait toutes ses ressources et la ramènerait de n'importe où dans le pays. Pas pour elle, mais pour sa fierté et son ordre. Mais si elle mourait, on ne cherche pas les morts. Les morts ne menacent pas l'ordre de quelqu'un d'autre. On n'enlève pas leur fils aux morts. Éléonore a composé le numéro. Docteur Lambert, nous devons parler. Le lendemain, dans une suite VIP de l'hôpital cantonal de Genève, le médecin se tenait près de son lit, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Son expression était plus sombre que la veille. Êtes-vous sûr, Éléonore? Il n'y aura pas de retour en arrière. Une fois que j'aurai signé le certificat et qu'il sera validé par l'état civil, votre numéro de sécurité sociale sera radié. Passeport, permis de conduire, tout deviendra invalide. Légalement, vous cesserez d'exister. Je sais. Nous enregistrerons l'enfant sous une juridiction à dossier scellé. Le nom du père sera laissé en blanc. Le médecin a posé le stylo sur la table. Ses doigts ont légèrement tressailli. Votre grand-mère est au courant. C'était son idée. Le silence s'est installé dans la pièce. Le médecin a déplacé son regard de sa jambe immobilisée à son visage pâle, puis a regardé profondément dans ses yeux calmes. D'accord. Il a pris le stylo et a signé son nom sur la dernière page du document. Je mentionnerai comme cause du décès une hémorragie postpartum compliquée par un infarctus du myocarde. Cela correspond étroitement à votre état de santé réel. Personne n'enquêtera. Merci. Ne me remerciez pas, vivez. C'est la seule exigence de votre grand-mère. Éléonore a pris le document. Le papier blanc portait la signature du docteur Lambert et le sceau de la clinique. Elle l'a fixé pendant 3 secondes. Puis elle l'a placé dans le tiroir de la table de chevet. Ce qui a suivi était une séquence qu'elle avait répétée dans son esprit des milliers de fois. Le retrait des fonds avait commencé il y a 3 mois, par tranche de 50 000 € à des dates aléatoires via des canaux légaux d'allocation d'actifs. Vincent ne le remarquerait pas car elle avait toujours géré ses comptes elle-même. La suppression de ses réseaux sociaux n'a nécessité qu'une seule commande. Elle n'avait jamais eu beaucoup de vie personnelle de toute façon. 5 ans d'un mariage secret avaient laissé son empreinte numérique aussi vierge qu'une feuille de papier blanche. Elle annulerait son numéro de téléphone aujourd'hui. La seule chose qui prendrait du temps était la légalisation par l'état civil. Environ 10 jours. Pendant ce temps, Vincent ne remarquerait rien car dans son monde, elle n'existait de toute façon pas. Pendant ce temps, à Lyon, le matin après la tempête, Vincent Sterling s'est réveillé dans sa chambre principale. Le réveil a sonné à 6h30. Comme chaque jour, il a tendu la main, les yeux fermés, vers le deuxième tiroir de la table de chevet pour prendre son comprimé d'oméprazole et l'avaler avec de l'eau tiède. Le verre était toujours posé sur le comptoir. Ses doigts ont effleuré le verre. Le poids était incorrect. Le verre était vide. Vincent a ouvert les yeux. Le verre en porcelaine blanche était complètement sec. Habituellement, à cette heure exacte, il contenait exactement 250 ml d'eau à 37 degrés Celsius. L'eau refroidissait pendant la nuit pour atteindre la température parfaite. Il avait l'estomac fragile. L'eau froide l'irritait, et il détestait boire de l'eau chaude. Il n'y a pas prêté attention, s'est levé et est entré dans la salle de bain. Sa brosse à dents électrique était sur le lavabo. L'espace à côté était vide. Son regard s'y est attardé une seconde. Il ne se souvenait pas de ce qui s'y trouvait avant. La densité visuelle des objets avait simplement changé, comme une bibliothèque à laquelle il manquerait un seul livre. Rien de critique, mais l'œil le remarque. Après s'être lavé, il est entré dans le dressing. Le côté gauche était entièrement à lui.
Ces costumes étaient suspendus strictement par couleur, gris foncé, bleu marine, noir. La distance entre les cintres était exactement de 3 doigts. Il a attrapé une veste de costume en cachemire gris et ce n'est qu'après l'avoir sortie qu'il a réalisé qu'une chemise et une cravate présélectionnée n'étaient pas accrochées à l'intérieur. Qui les assortissait habituellement? Il pensait en quelque sorte que le placard possédait cette fonction de lui-même. Aujourd'hui, un cintre en bois nu dépassait de l'intérieur de la veste. Il a vérifié les vestes adjacentes, vides également. Les chemises n'étaient-elles pas toujours accrochées là? Il n'en était pas sûr. Choisissant une chemise blanche, il est descendu à la cuisine. Il n'y avait pas de petit déjeuner sur la table. Habituellement, un repas diététique, faible en calories et en sodium, l'attendait. La nourriture grasse était interdite à cause de son ulcère. De quoi s'agissait-il exactement? Il ne pouvait pas le dire. Les repas variaient, mais ils étaient toujours parfaits. Aujourd'hui, la table était nue. Il a ouvert le réfrigérateur. À l'intérieur se trouvait une rangée de récipients avec des repas diététiques préparés. Chacun portait une étiquette avec une date. Le premier était daté d'il y a 4 jours. Il en a pris un et l'a mis au micro-ondes. Le goût était bon, mais la date le dérangeait. Après avoir mangé, il a pris ses clés et est sorti. Le chauffeur l'attendait à la porte. En ouvrant la portière, Vincent a jeté un coup d'œil habituel à la poche au dos du siège passager. Habituellement, elle contenait un emploi du temps quotidien imprimé, une bouteille d'eau à température ambiante et sa boîte à pilules. La poche était vide. Où est Daniel? A-t-il demandé au chauffeur. Daniel a pris un congé familial pour des raisons personnelles. Vincent n'a pas insisté. Il a ouvert le calendrier électronique de son téléphone. Vide. La dernière entrée datée d'avant-hier. 20h30 Aéroport Saint-Exupéry, Terminal 1. Cherchez Amélie. C'est Éléonore qui l'avait entrée. Vincent a fixé l'écran pendant quelques secondes, puis a composé le numéro d'Éléonore. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Il a éloigné le téléphone et a vérifié le numéro. Pas d'erreur. Il a recomposé. La même voix mécanique. Rangeant le téléphone, son visage s'est durci comme de la pierre alors qu'il se rendait au bureau. Au bureau, il a demandé à sa secrétaire de contacter Éléonore. La secrétaire est revenue avec un air étrange. Monsieur Sterling. Le numéro d'Éléonore a été déconnecté, et son compte d'équipe d'entreprise n'existe plus. Quand a-t-il été déconnecté? L'heure exacte est inconnue. L'opérateur a signalé que le contrat a été résilié par l'utilisateur. Vincent a tapoté du doigt sur le bureau. Excellent. Alors laissez-la attendre. Son ton était exactement le même que lors de l'appel de 47 secondes, routinier, froid, indifférent. Il a supposé qu'elle faisait juste un caprice. Le 3e jour, Daniel est revenu. La première chose qu'il a apportée était le rapport sur l'accident. Monsieur Sterling, concernant l'accident sur la 6. L'affaire est classée. La 2e voiture appartenait à une femme. Amélie a grillé un feu rouge. C'est géré par l'assurance. La voiture qu'elle a heurtée, Daniel a feuilleté les papiers. Une Volvo XC60 noire immatriculée au, la voix de Daniel s'est éteinte. À qui? Vincent n'a même pas levé les yeux de son rapport trimestriel. Au parc automobile de l'entreprise, utilisateur, Éléonore Sterling. La main de Vincent, au milieu d'une page tournée, s'est figée une seconde. Puis il a tourné la page. Des victimes? Selon le rapport de la gendarmerie, la conductrice a quitté les lieux par ses propres moyens et s'est dirigée vers un hôpital. Je vérifie encore les détails de ses blessures. Faites-moi un rapport quand vous saurez. Quand Daniel est sorti, Vincent a continué à fixer le rapport. Ses yeux sont restés bloqués sur une seule rangée de chiffres pendant 40 secondes. Il n'a jamais tourné la page. Le 5e jour, Vincent a découvert que la trousse de premier secours de son bureau était vide. Pas seulement un médicament manquant. Chaque emplacement était vide. Pas d'oméprazole, pas d'antidouleur, pas de pastilles pour la gorge, même pas un pansement. Il a été décontenancé. La trousse n'était jamais vide. Habituellement, vers le 15 de chaque mois, elle se réapprovisionnait silencieusement comme un système auto-actualisable. Aujourd'hui,
nous étions le 23. Il a envoyé sa secrétaire à la pharmacie en bas. Elle lui a apporté de l'oméprazole générique en plaquettes. Il était habitué à prendre une marque importée dans un flacon blanc. Qui l'achetait et où, il ne le savait pas. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il a ouvert le côté droit du dressing. Il n'occupait qu'un tiers de l'espace. Ce qui y était suspendu, il s'en souvenait vaguement. Des tissus doux, des vêtements de femme de couleur claire. Maintenant, c'était complètement vide. Seuls des cintres en bois blanc restaient, ressemblant aux côtes silencieuses d'un squelette. Au sol, il y avait une empreinte dans le velours du tapis, de la taille d'une boîte à chaussures, mais la boîte elle-même avait disparu. Il n'était même pas sûr du nombre exact de robes qui y étaient suspendues. Le 7e jour, son estomac s'est enflammé. Vers 18 heures, alors qu'il signait des documents, son estomac s'est contracté comme si quelqu'un l'avait écrasé dans son poing. L'acide lui a brûlé l'ésophage. Il a grimacé, a laissé tomber son stylo et a pressé sa main contre son abdomen. De la sueur froide a perlé sur ses tempes. Il a avalé une pilule de la plaquette et a cherché de l'eau. L'eau de la fontaine était à environ 20 degrés Celsius. Auparavant, un thermos s'était toujours posé sur son bureau, gardant l'eau à précisément 37 degrés Celsius. Le thermos avait disparu. L'eau glacée a fait se contracter encore plus son estomac. Il s'est plié en deux, posant son front sur le bureau. Son dos était trempé de sueur. Son ulcère était un vieux problème, mais il ne s'était pas manifesté aussi violemment depuis longtemps. Qui surveillait cela? Il s'est redressé, a pris son téléphone et a composé le numéro déconnecté pour la 3e fois. La voix mécanique a répondu. Pour la 3e fois depuis cette nuit de tempête, Éléonore semblait s'être évaporée. Les gens qui s'enfuient simplement de chez eux laissent des traces. Les amis savent où ils sont. Les parents sont informés. Les cartes bancaires restent actives. Elle n'a rien laissé. Numéro résilié. Réseaux sociaux supprimés. Voiture rendue au garage. Affaire disparue. Même la brosse à dents bleu clair, il se souvenait maintenant de la couleur, avait disparu. Tout a été exécuté si proprement, comme un actuaire remettant ses dossiers avant de démissionner. Vincent s'est adossé à son fauteuil en cuir. Elle est juste en colère, pensa-t-il. Pendant 5 ans, elle a fonctionné comme une horloge, ne demandant rien en retour, ne se plaignant jamais. Parfois, s'il ne dormait pas à la maison pendant 3 week-ends d'affilée, elle collait un post-it sur la 2e étagère du réfrigérateur et son ton devenait légèrement plus froid que d'habitude. C'était tout. Il a décidé que cette fois aussi, ce n'était qu'un ressentiment persistant alimenté par les hormones. Oui, il n'avait pas décroché le téléphone quand elle avait appelé une 2e fois, mais Amélie avait un ulcère perforé. Elle se calmerait et reviendrait. Le 8e jour, il s'est réveillé à 2 heures du matin. Le silence l'a réveillé. Auparavant, il entendait des bruits. Le faible bourdonnement du chauffe-eau, des pas feutrés dans le couloir, ou juste le rythme de la respiration de quelqu'un d'autre, le mouvement à peine perceptible de l'air, prouvant la présence de la vie. Maintenant, il n'y avait rien. La maison ressemblait à une tombe scellée qui pesait sur sa poitrine. Il s'est retourné et a instinctivement étendu son bras vers l'autre moitié du lit. Les draps étaient froids et parfaitement tendus. Ce côté était toujours froid. Où l'était-il? En fait, il ne se souvenait même pas si elle dormait ici. En 5 ans, il n'a jamais su de quel côté du lit dormait sa femme. Vincent a retiré son bras et a fixé l'obscurité. Il n'a pas fermé les yeux jusqu'au matin. Le 9e jour, Daniel a apporté le rapport complet sur l'accident de la Volvo. Monsieur Sterling, j'ai compilé les données de l'accident. La voix de l'assistant portait une hésitation inhabituelle. Éléonore conduisait bien la Volvo. Amélie a grillé un feu rouge et a percuté la portière côté conducteur. La Volvo a été projetée à environ 7 mètres. Vincent parcourait ses emails. Et ensuite? Daniel a hésité. Les registres des ambulances montrent qu'à 21h23, 27 minutes après l'accident, un appel au secours est venu de la Seine. Le journal du Standardiste indique, il a lu sur une feuille de papier. Accident sur l'autoroute. Une victime, enceinte de 37 semaines. Perte des os. La main de Vincent s'est figée sur la souris de son ordinateur. Que as-tu dit? Enceinte de 37 semaines.
Elle a perdu les os, a répété Daniel plus bas. Le silence a envahi le bureau. L'ambulance est-elle arrivée, a demandé Vincent, sa voix neutre. Elle est arrivée. Mais 52 minutes après l'accident, l'équipe a signalé la disparition de la victime. Il y avait beaucoup de sang et de liquide amniotique sur le siège du conducteur, mais la femme elle-même avait disparu. J'ai vérifié tous les hôpitaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Aucun hôpital, public ou privé, n'a de trace de l'admission d'une femme en travail correspondant à sa description. Vincent a fermé sa messagerie. Ses doigts ont serré la souris jusqu'à ce que le plastique craque. Continue à chercher. Oui, monsieur. Daniel a atteint la porte, s'est arrêté et a ajouté. Monsieur Sterling, elle était enceinte de 37 semaines. Le regard de Vincent était fixé sur l'écran noir du moniteur reflétant son propre visage. Je sais, a-t-il répondu. Daniel n'a rien dit de plus. En sortant dans le couloir, il s'est arrêté. Une femme enceinte, un accident de voiture, du sang, une disparition de toutes les bases de données. Tous ces fragments formaient une image terrifiante dans l'esprit de Daniel, lui donnant des frissons. Mais il n'était qu'un assistant. Le 10e jour, à 8 heures du matin, Vincent était assis à son bureau. Le bureau était nu, pas d'emploi du temps, pas de thermos avec de l'eau à 37 degrés Celsius. Sur la droite, il n'y avait pas de bannette de documents triés par priorité. En 10 jours, son efficacité personnelle avait chuté de 40%. Pas par chagrin, il s'interdisait ce mot. Par désagrément. Une avalanche de problèmes mineurs auxquels il n'avait jamais pensé auparavant s'est abattue sur lui. Le personnel de nettoyage et le chef privé ont cessé de venir. Il s'est avéré qu'Éléonore les gérait via son téléphone. Et quand son numéro a été résilié, leur groupe WhatsApp s'est effondré. Même le nettoyage à sec n'a pas été réclamé. Tout cela a provoqué une irritation sans précédent chez Vincent. C'était comme un ordinateur auquel on aurait arraché un module de RAM. L'écran est allumé, mais les programmes plantent sans cesse. Il a pris le téléphone. 30 secondes plus tard, Daniel est entré. Ça fait 10 jours. Le ton de Vincent était aussi plat qu'un cours de bourse stagnant. Elle joue toujours la victime. Bloque toutes les cartes de crédit liées à son nom. Envoie un email à son adresse personnelle. Dis-lui d'arrêter ce cirque. Je lui donne 3 jours, sinon elle ne devra s'en prendre qu'à elle-même. Daniel serrait fermement une tablette dans ses mains. Monsieur Sterling, ce que vous m'avez demandé de découvrir, voulez-vous l'entendre maintenant? Vincent a croisé les doigts sur son ventre. Parle. Les lèvres de Daniel ont tressailli. Il a regardé la tablette, puis son patron. Je préparais le rapport complet pour le déjeuner, a-t-il dit doucement, et il est sorti. Vincent a plissé les yeux vers la porte fermée, puis s'est tourné vers la fenêtre. Le soleil brillait. Le ciel après les orages était aussi clair qu'un verre lavé. Il croyait avoir encore la situation sous contrôle. À 14h17, une tasse de café noir froid était posée sur le bureau de Vincent, laissant une tache brune à l'intérieur de la tasse. Le téléphone a sonné. Daniel a demandé à faire son rapport en personne. Quand la porte s'est ouverte, Vincent signait des documents de transfert d'action. Son stylo plume traçait des lignes nettes et autoritaires sur le papier. Daniel est resté près de la porte. Ayant terminé, Vincent a levé les yeux. Le visage de son assistant était pâle, ses lèvres étaient serrées, et dans ses mains, il serrait convulsivement une enveloppe Kraft. « As-tu bloqué les cartes ?» a demandé immédiatement Vincent. « Oui. » « Envoyé l'email ?» Il est revenu. « Le compte email est supprimé. » La voix de Daniel était étrangement tendue. Vincent s'est de nouveau adossé à son fauteuil. « Alors nous attendons. Dans 3 jours, demande aux avocats de préparer une plainte. » Daniel n'a pas bougé. Il a fait un pas vers le bureau, a posé l'enveloppe aussi soigneusement que si elle contenait un explosif, et a reculé. « Qu'est-ce que c'est ?» Vincent a tendu la main vers l'enveloppe. « Monsieur Sterling », la voix de Daniel s'est brisée en un demi-cri et s'est immédiatement éteinte. « Préparez-vous. » La main de Vincent s'est figée. Il a dévisagé son assistant. En 8 ans de collaboration, Daniel ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Vincent a sorti le contenu. La première page, le sceau bleu du canton de Genève, service de l'état civil. En bas à droite,
l'entête, acte DE décès. Date de désactivation de la sécurité sociale, le 7 de ce mois. Les yeux de Vincent se sont soudés au mot décès. La deuxième page, cause du décès, hémorragie postpartum compliquée par un infarctus aigu du myocarde. Lieu du décès, hôpital cantonal de Genève. Date, 10 jours auparavant, le lendemain de l'ouragan. Le résumé médical, Éléonore Sterling, 32 ans. Diagnostic, lésion myocardique chronique sur fond de surmenage prolongé et de privation de sommeil. Fibrose myocardique à 27%. Note du médecin, les dommages se développaient depuis au moins 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Elle était mariée avec lui depuis 5 ans. La main de Vincent n'a pas tremblé. Elle s'est transformée en pierre. Il ne pouvait même pas tourner la page. Monsieur Sterling. La voix de Daniel venait de quelque part, de très loin. Il y a autre chose. La nuit de la tempête, je suis allé à la gendarmerie et j'ai demandé les enregistrements des caméras de circulation de l'autoroute et des dashcams. Vincent n'a pas bougé. Son regard était cloué sur la ligne, 3 à 4 ans. Les images montrent que la voiture d'Éléonore a été projetée de 7 mètres. Et ma voiture ? Vincent a marqué une pause, ravalant la boule dans sa gorge. Qu'en est-il de ma voiture ? Votre voiture est arrivée sur les lieux 12 minutes plus tard. Vous vous êtes garé à 10 mètres de sa Volvo. Vous êtes resté là pendant 40 secondes et vous êtes parti avec Amélie. La dashcam d'Amélie a enregistré l'intérieur de la Volvo. Éléonore était coincée à l'intérieur, sa robe était trempée de sang et de liquide amniotique. Un silence de mort est tombé sur le bureau. Tous les sons de la ville et du bâtiment ont disparu. Il n'y avait qu'un homme assis à un bureau ennoyé d'1 million d'euros, tenant 3 feuilles de papier. Monsieur Sterling. Vincent s'est levé violemment. Le lourd fauteuil en cuir a volé en arrière. Il est resté debout, froissant les papiers dans son poing. Son visage était dépourvu d'émotion. Un vide absolu, comme un écran d'ordinateur gelé. Et puis son estomac s'est contracté dans un spasme furieux, comme si quelqu'un avait tordu une pince à l'intérieur de lui. Il s'est plié en deux, s'appuyant d'une main sur le bureau. Le temps que Daniel se précipite vers lui, du sang noir coulait déjà de la bouche de Vincent. Les gouttes sont tombées sur l'acte de décès, s'épanouissant sur le papier. La douleur de se cogner le genou contre le coin du bureau ne l'a pas ramené à la raison. Cela a fait sauter un fusible dans son cerveau. Il a balancé son bras, balayant tout ce qui se trouvait sur le bureau. La tasse de café s'est écrasée contre la fenêtre panoramique. Des piles de contrats se sont éparpillées sur le sol. Le stylo exclusif d'1 million d'euros a roulé jusqu'au bord. Il l'a attrapé et l'a jeté violemment par terre. Le stylo s'est brisé en deux. De l'encre bleue a éclaboussé le tapis gris. Monsieur Sterling, calmez-vous. Vincent ne l'entendait pas. Il a attrapé la coûteuse horloge de bureau, le cadeau d'anniversaire d'Éléonore, un cadeau qu'il avait à peine regardé à l'époque, et l'a projeté contre le mur. Le bruit du verre brisé a fendu l'air. Les engrenages se sont dispersés sur le sol. Les trophées en cristal des étagères ont volé un par un. Appelle-les, a-t-il rappé, sa voix ruinée sonnant comme le grincement du métal qui se tord. Appelle Genève. Dis-leur de vérifier. C'est impossible. Ses doigts aux jointures blanches s'enfonçaient dans le bord du bureau. Je ne crois pas qu'elle soit morte. Elle, un autre spasme brutal l'a frappé. Il s'est effondré sur ses genoux, enfouissant son front dans l'étagère inférieure du meuble. Une autre goulée de sang s'est échappée de ses lèvres. Daniel, blanc de terreur, a essayé de le relever, mais Vincent l'a repoussé. Ne me touche pas. La seconde suivante, sa voix est tombée à un murmure. Elle était enceinte, de 37 semaines. Il a lentement glissé au sol, directement sur le tapis en laine importé à 100 000 euros, maintenant couvert de cristal brisé et taché de son propre sang. Son pantalon était ruiné par l'encre. Je ne savais pas. Daniel se tenait à 3 pas, n'osant pas approcher. Il n'avait jamais vu son patron comme ça. Ce n'était pas de la colère, pas de l'hystérie. C'était une désintégration complète, comme si les piliers porteurs d'un bâtiment s'étaient effondrés, ne laissant que la façade. Cette nuit-là, Vincent fixait aveuglément un seul point sur le sol. Cette nuit-là, elle a perdu les os, et je suis passé juste à côté d'elle. Il l'a dit d'un ton neutre, sans larmes.
Et cette platitude était plus terrifiante que n'importe quel cri, car ses mains posées sur ses genoux tremblaient comme si un courant électrique les parcourait. Elle m'a appelé, a-t-il continué, elle a dit qu'elle avait eu un accident. M'a appelé par mon prénom. En 5 ans de mariage, elle n'a jamais appelé juste pour parler et n'a jamais utilisé mon prénom. Et j'ai raccroché. Il a fermé les yeux. Je suis allé chercher Amélie. Je suis arrivé et j'ai vu la voiture démolie à 10 mètres, mais je ne savais pas que c'était la sienne. Daniel, la voix de Vincent s'est finalement complètement brisée. En 5 ans de mariage, je n'ai jamais pris la peine de savoir quelle voiture conduisait ma femme. Je ne savais pas quelle voiture elle conduisait. Je ne savais pas qu'elle était en travail. Je ne savais pas que son cœur défaillait depuis des années parce qu'elle passait sa vie à créer une existence parfaite pour moi. Je ne savais pas qui faisait chauffer l'eau à 37 degrés ou qui assortissait mes costumes. Je ne savais rien. Et maintenant, elle est morte. Et mon enfant aussi. Sors, a murmuré Vincent, fixant le sol. Le calme superficiel était revenu, mais c'était pire que ses cris. Mais votre ulcère, vous crachez du sang, sort. Daniel a reculé vers la porte. En la fermant, il a jeté un dernier regard à Vincent. Il était assis au milieu des décombres. La lumière du soleil de la fenêtre illuminait les taches de café et de sang sur sa chemise. Ses mains continuaient de trembler de manière incontrôlable. Resté seul, Vincent a ramassé l'acte de décès taché de sang sur le sol. Le seau bleu lui brûlait les yeux. Cause du décès, il a pressé le papier contre sa poitrine avec ses 2 mains, appuyant si fort que c'était comme s'il essayait de le forcer directement dans son cœur, sous ses côtes. Ses épaules ont commencé à se soulever dans des convulsions silencieuses et suffocantes, comme les derniers soubresauts d'un noyé. Il s'est souvenu des récipients diététiques dans le réfrigérateur. Il s'est souvenu de l'endroit propre et vide où se trouvait sa brosse à dents. Il s'est souvenu du silence assourdissant de la chambre à 2 heures du matin. Il s'est souvenu avoir bloqué les cartes de crédit d'une femme morte, pensant qu'elle faisait un caprice. L'acte de décès a glissé de ses mains et est tombé au sol, le mot « décès » vers le haut. Il s'est recroquevillé, posant son front contre ses genoux. Le téléphone sur son bureau a commencé à sonner. Il n'a pas bougé. La sonnerie s'est arrêtée et a recommencé. Vincent s'est levé machinalement. Un éclat de verre s'est enfoncé dans son genou, envoyant un choc de douleur, mais il ne l'a pas remarqué. Le nom d'Amélie clignotait sur l'écran. Il a rejeté l'appel. Il a sonné de nouveau. Il l'a rejeté de nouveau. La 3e fois, il a éteint le téléphone. En le posant, ses doigts ont effleuré l'espace vide où se trouvait la bannette de documents, soigneusement triée par Éléonore. Il a longtemps fixé les légères éraflures dans le vernis du bois. 20 minutes plus tard, Daniel est revenu lorsqu'il a été appelé. Le bureau avait exactement le même aspect, mais Vincent se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la porte. Le dos de sa chemise était trempé de sueur. Trouve une chose. La voix de Vincent était à nouveau basse et autoritaire, bien que chaque mot lui coûte un immense effort. Comment Amélie s'est-elle retrouvée sur cette autoroute la nuit de la tempête? Elle a dit qu'elle venait de l'aéroport, mais la 6 n'est pas la route entre Saint-Exupéry et la ville. Daniel s'est figé. Et une autre chose, Victor s'est retourné. Daniel a frissonné. Des ombres sombres et meurtries s'étaient installées sous les yeux de son patron. Du sang était maculé sur son menton. Les boutons de son col étaient arrachés, et des marques de griffures rouges de ses propres ongles marquaient son cou. Mais ses yeux étaient clairs. C'était la clarté brutale d'un homme qui avait survécu à la destruction de ses illusions. Je veux une liste complète de tout ce qu'Éléonore a fait dans cette maison et dans l'entreprise pendant ces 5 ans, jusqu'au moindre détail. Compris. 3 heures plus tard, Daniel a posé un dossier épais sur le bureau vide. J'ai reçu une réponse du service de l'état civil, a commencé Daniel. Décès confirmé. L'authentification de l'état civil est authentique. Selon les souhaits de sa grand-mère, le corps a été incinéré à Genève. Les cendres sont avec la famille. Tout contact avec des personnes extérieures est strictement interdit. Le bébé n'a pas survécu. Ils n'ont pas réussi à sauver le nourrisson après le décès de la mère. Un long silence a pesé dans le bureau. Le visage de Vincent ressemblait à un miroir brisé recollé, apparemment intact, mais la lumière se fracturait le long de chaque fêlure. As-tu apporté la liste? Daniel a ouvert le dossier.
J'ai compilé la liste des tâches d'Éléonore. Elle est peut-être incomplète. Numéro 1, vie personnelle, planification diététique, achat des médicaments, gestion et assortiment de la garde-robe, supervision du personnel domestique. Numéro 2, gestion de l'emploi du temps, réservation, vol, préparation des données pour les négociations. Numéro 3, finance, gestion du fonds fiduciaire familial, audit d'entreprise, allocation des actifs sur vos 17 comptes personnels, impôts et biens immobiliers. Vincent a tressailli. Répète le troisième point. Gestion du fonds fiduciaire. Il y a 3 ans, lorsque vous avez réduit le service d'audit, Éléonore l'a repris. Elle était une actuaire brillante, après tout. Vincent le savait, mais il n'avait jamais réalisé que la gestion d'un fonds de plusieurs milliards d'euros et la préparation de son thé étaient exécutées par elle avec le même niveau de dévouement. Elle n'était pas seulement une femme au foyer. Elle gérait sa vie comme un fonds spéculatif, et il appelait cela ses devoirs conjugaux. Assez, l'a coupé Daniel. Il s'est assis avec les 10 doigts écartés sur le bureau nu, essayant de s'accrocher à une sorte de réalité physique. Le bureau était vide. Sa vie était vide. 5 ans plus tard, Paris, siège de GI des Capitales, 47e étage. Éléonore a refermé son ordinateur portable et 6 personnes dans la salle de conférence se sont levées simultanément. Fermer l'ordinateur portable était le signal que la réunion était terminée. 5 ans, c'est assez de temps pour guérir les blessures sur la côte, élever un fils, obtenir un prestigieux diplôme en finance, se faire embaucher comme analyste chez GID, et en 3 ans, devenir associé principal pour la région Asie-Pacifique, et 1 an plus tard, prendre le contrôle total de toutes les décisions d'investissement. 5 ans, c'est assez pour devenir une personne complètement différente. Éléonore, il y a une conférence téléphonique avec Londres à 15 heures. Vous vous joindrez à nous, a demandé Michel, le PDG régional. Non, Éléonore s'est levée. J'ai un vol pour Lyon à 16 heures. Le projet Sterling et compagnie, êtes-vous sûr de vouloir y aller vous-même? Peut-être devrions-nous envoyer Kevin ou Linda. J'y vais moi-même, a-t-elle dit sans plus d'explication et elle est sortie. Le soleil parisien a frappé son visage. À 37 ans, elle avait l'air radicalement différente de son jeune moi. Pas de maquillage voyant. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval basse. Ses cosmétiques, presque invisibles. Elle portait un tailleur gris sévère sans logo visible, mais parfaitement coupé, coûtant des dizaines de milliers d'euros. Sa démarche avait changé. Elle était régulière et dure. L'ancienne blessure au genou ne se manifestait que par une douleur sourde lorsque le temps changeait. Il ne restait aucune douceur ou volonté de compromis dans ses yeux. Seulement une clarté froide et sèche, comme la lumière aveuglante du soleil en haute altitude qui fait mal aux yeux. Pas d'excuses, seulement des conclusions. Dans son bureau, son assistante Anne a posé des documents sur son bureau. Projet Sterling et compagnie, division énergies alternatives, tour de table de série B, 1 à 2 milliards d'euros. Personne à contacter, directeur financier Robert Reynaud. Note, le propriétaire, Vincent Sterling, participe rarement aux négociations. Éléonore a vu son nom mais n'a pas sourcillé. Elle a feuilleté le rapport. Modèle financier, données d'audit. Elle a rangé le dossier dans sa mallette. Sur son bureau se trouvait une photo encadrée d'un garçon de 4 ans en manteau bleu sur fond du parc Monceau. Il souriait, montrant une dent de lait manquante. Éléonore a pris son téléphone et a enregistré un message vocal. Alex, maman part en voyage d'affaires pour 3 jours. Écoute bien grand-mère. Une seconde plus tard, une réponse est arrivée. Maman, reviens vite. Tu me manques. Ses lèvres ont esquissé un minuscule sourire à peine perceptible, et elle a quitté le bureau. À 14 heures le lendemain, hôtel Intercontinental de Lyon. L'équipe d'Éléonore est arrivée dans la salle de conférence avec 15 minutes d'avance. L'habitude d'une actuaire. Quiconque arrive le premier établit les règles de l'espace. Elle a pris le siège central à la longue table. À sa gauche, Kevin, directeur juridique. À sa droite, Linda, analyste principale. Un ordinateur portable était ouvert devant chacun d'eux. La porte s'est ouverte. L'équipe de Sterling et compagnie est entrée. En tête, le directeur financier Robert Reynaud, suivi de ses adjoints. Le distingué Reynaud aux cheveux gris a affiché un sourire d'entreprise. Éléonore,
j'ai tant entendu parler de vous. Je ne m'attendais pas à ce que GID envoie une dirigeante de votre rang. Notre PDG nous rejoindra sous peu. Monsieur Reynaud, l'a coupé Éléonore d'un ton glacial sans se lever. Asseyez-vous. Le temps, c'est de l'argent. Commençons. Le sourire de Reynaud s'est figé. Il s'est assis. Permettez-moi de commencer, a-t-il tenté de nouveau. Non, je vais commencer. Éléonore a tapoté sur son trackpad et un graphique est apparu sur l'écran du projecteur. Le flux de trésorerie de votre division énergie au cours des 3 derniers trimestres s'écarte du modèle de 23,31%. Votre ratio de jours de crédit client est passé de 47 à 89 jours. Pourtant, votre plan d'affaires indique une constante de 45 jours. Qui a approuvé ce chiffre? Elle a posé ses yeux glaciaux sur Reynaud. Le doigt de Reynaud a tapoté nerveusement sur la table. Les chiffres fluctuent. Ce sont des revers temporaires. La tendance générale, je n'ai pas demandé la tendance. J'ai demandé pourquoi le modèle indique 45 au lieu de 89. Est-ce une erreur d'analyste ou une falsification intentionnelle? Reynaud a ouvert la bouche, mais Éléonore a changé de diapositive. Question 2. Au cœur de votre structure d'entreprise, il y a une société ad hoc cachée au Luxembourg qui détient une société holding en Suisse. Le bénéficiaire de cette entité est votre fonds fiduciaire familial. Le gestionnaire du fonds a changé il y a 3 ans. Correct? Le visage de Reynaud est devenu gris. C'était une information profondément confidentielle, connue uniquement du conseil d'administration. La fiducie suisse était le cœur de la société holding, et le changement de direction avait eu lieu 1 an après la mort d'Éléonore, lorsque Vincent avait confié les tâches à une société tierce. Éléonore, mademoiselle Vance, ces données sont strictement confidentielles. Éléonore a refermé son ordinateur portable. Le bruit a fait sursauter tout le monde. Je ne suis pas venu ici pour cocher une case. Si la diligence raisonnable révèle des risques cachés, j'ai le droit de mettre fin aux négociations. Je vous donne 48 heures. Mettez-vous d'accord avec votre patron et fournissez la structure complète des bénéficiaires et l'historique des transactions des 5 dernières années. Sinon, il n'y aura pas d'investissement. Elle s'est levée. Reynaud s'est levé d'un bond après elle. Avez-vous déjà travaillé avec notre entreprise? Vous connaissez la structure bien trop intimement. Éléonore s'est arrêtée sur le seuil, sans se retourner. La diligence raisonnable est mon travail. J'étudie chaque projet en profondeur. Dans le couloir, Kevin a murmuré, où as-tu obtenu les données sur la fiducie suisse? Ce n'est dans aucune base de données publique. Éléonore n'a pas répondu. Ce soir-là, à Lyon, un gratte-ciel élégant dans le quartier de la Pardieu, siège de Sterling et compagnie, étage du Penthouse. Robert Reynaud se tenait devant Vincent, essuyant la sueur de son front. Monsieur Sterling, la représentante de GID adopte une ligne dure. Vincent était assis à son bureau. À 41 ans, il avait l'air plus mince, ses pommettes plus saillantes. L'autorité restait dans ses yeux, mais une lourde mélancolie reposait au fond d'eux. Le bureau ne contenait qu'un ordinateur et un verre d'eau. Pas de bannette de documents. Quel est le problème? La directrice régionale de GID, Éléonore Reynaud, a marqué une pause. Nom de famille Vance. La main de Vincent tenant un stylo s'est figée. Ce prénom pendant 5 ans, il l'avait répété pendant ses insomnies. Le nom imprimé sur l'acte de décès. Citoyenne française, 37 ans, a poursuivi Reynaud. Chez GID depuis 3 ans. Avant cela, son CV ne montre aucune trace d'entreprise dans la région. Elle a soulevé la question de la structure luxembourgeoise et suisse, et du changement de gestionnaire du fonds il y a 3 ans. Comment sait-elle cela? C'est un mystère. Vincent a posé le stylo. Comment a-t-elle découvert la fiducie? Je ne sais pas. J'assisterai à la série de négociations de demain, a déclaré Vincent. Le lendemain, 9 heures. Le même hôtel, la même salle de conférence. Éléonore était assise exactement au même endroit. Tailleur bleu marine, chemisier en soie blanc boutonné jusqu'en haut. À 9h03, la porte s'est ouverte. Reynaud est entré. Derrière lui se trouvait Vincent Sterling. Son doigt a plané sur le trackpad et s'est figé pendant un dixième de seconde. 5 ans. Il avait perdu du poids.
Costume gris foncé, cravate bordeaux. Elle l'a reconnu. Elle la lui avait achetée sur l'avenue Montaigne à Paris il y a 5 ans. C'était la cravate numéro 37 de sa rotation de 60. Vincent a balayé la pièce du regard et ses yeux se sont posés sur Éléonore. Pendant 2 secondes, ses pupilles se sont dilatées, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Puis il s'est assis directement en face d'elle. « Bonjour, Éléonore. » Sa voix est tombée dans un registre incroyablement bas. Elle l'a regardé. Il n'y avait rien dans son regard. Pas de jeu, juste un vide absolu, comme si elle regardait un mur blanc. « Monsieur Sterling. » Elle a hoché la tête. « Commençons. » Les doigts de Vincent se sont serrés en poing sous la table. Elle a affiché le même graphique à l'écran. « Vous avez 48 heures, » a commencé Éléonore d'une voix de glace. « Mais puisque vous êtes ici, quand pouvons-nous attendre la structure de l'entreprise ?» Vincent ne regardait pas le graphique. Il l'a regardé entièrement, elle. « Nous fournirons la structure, mais les détails concernent mes affaires familiales privées. Nous devons en discuter personnellement. » Il n'y aura pas de discussion personnelle, l'a coupé instantanément Éléonore. Mon conseil juridique est présent. Tout passe par les canaux officiels. Vincent s'est penché en avant, baissant la voix. Avez-vous déjà travaillé dans cette région auparavant? Le stylo de Kevin est resté en suspens. La question n'avait rien à voir avec les investissements. Éléonore a calmement soutenu le regard de Vincent. Restons à l'ordre du jour, a-t-elle répondu. Pendant les 40 minutes suivantes, elle a déchiqueté le rapport financier. Vincent entendait à peine les chiffres. Il observait comment elle tournait les pages, comment elle inclinait la tête vers la droite de précisément 15 degrés, exactement comme elle l'avait fait 5 ans auparavant dans son bureau à la maison. À la fin de la réunion, elle a refermé son ordinateur portable. Je retiendrai toute décision jusqu'à ce que je reçoive les fichiers de données complets. Éléonore. La voix de Vincent trahissait une tension à peine perceptible. Dînons ensemble ce soir. Nous pourrons discuter des paramètres de l'accord. Éléonore s'est arrêtée sur le seuil. Ce ne sera pas possible. Envoyez les paramètres à mon assistante. En descendant dans le hall, Kevin a demandé. Il agit étrangement. Vous l'avez déjà croisé. Des choses qui arrivent, a-t-elle répondu sèchement, en montant dans le SUV. À l'intérieur de la voiture, elle a ouvert un dossier crypté sur son téléphone. À l'intérieur se trouvait le schéma complet du fonds fiduciaire familial de Sterling et compagnie rédigé par elle 4 ans auparavant, et un document scanné autorisant un changement de bénéficiaire au profit d'Amélie Moreau, portant la signature de Vincent, daté de 5 ans et 3 mois. Ces documents suffisaient à faire chuter l'action de Sterling et compagnie de 2 milliards d'euros en une nuit. Mais elle n'était pas pressée. Les actuaires ne se pressent pas. Elle a envoyé une note vocale à Alex. Petit homme, demain en appel vidéo, je te montrerai l'horizon de Lyon. 3 jours plus tard, hôtel Le Ritz, Paris, le gala annuel de GID Capital. Éléonore se tenait sur le balcon du 2e étage avec une flûte de champagne intacte. Kevin s'est approché par derrière. Les représentants de Sterling et compagnie sont arrivés, y compris le PDG lui-même. Les 48 heures sont écoulées. Ils n'ont jamais envoyé les documents. Il est venu ici pour négocier, a-t-elle répondu. À ce moment, Vincent est entré dans la grande salle de bal. Ses yeux ont scanné la salle sans erreur et se sont posés sur elle, sur le balcon. Ils se sont regardés, séparés par un étage, une foule de 300 personnes, et 5 ans de mort. À 21 heures, Éléonore a prononcé un discours. 12 minutes de statistiques sèches. Vincent était assis au 3e rang, ne regardant qu'elle. Inclinaison de la tête de 15 degrés. C'était elle. Quand elle est descendue de la scène, et que la foule de personnes voulant échanger des cartes de visite s'est enfin clairsemée, Vincent s'est approché d'elle. Il s'est arrêté à 2 mètres, comme pour attendre la confirmation de sa théorie. Éléonore, a-t-il appelé. Elle s'est retournée. Le même regard vide. Je vous écoute, monsieur Sterling. Sa pomme d'Adam a bougé. C'est vous. Je sais que c'est vous. Éléonore n'a même pas scié. Je suis Éléonore Vance, citoyenne française et associée chez GID. Si vous avez des doutes, veuillez contacter notre service juridique.
Il n'y a aucune trace de vous dans la région dans votre vérification d'antécédents. Vous avez effacé toute trace. La voix de Vincent s'est élevée. Mais vous ne pouvez pas effacer les habitudes. Vous inclinez la tête de 15 degrés. Vous tenez votre verre de la main gauche, mais vous ne prenez jamais une gorgée tout de suite. Vous boutonnez votre col jusqu'en haut. Et seul vous connaissiez la structure de la fiducie suisse. Sa main gauche a resserré sa prise sur la tige du verre d'1 millimètre. Vous avez d'excellentes capacités d'observation, mais cela ne prouve rien. Vincent a fait un pas en avant. Que voulez-vous? Des excuses? Des explications? Son ton est resté glacial. C'est un événement d'entreprise. J'ai des obligations fiduciaires envers ma société. Vous avez besoin de capitaux. Il n'y a pas de nous. Elle a reculé d'exactement un pas. Vincent a tressailli. Sa main droite s'est projetée en avant dans une prise mortelle et a saisi son poignet. Éléonore. Sa voix s'est brisée comme une dalle de béton qui se fissure. 5 ans. Je te croyais morte. Et mon enfant, ses yeux étaient rouges. La main qui écrasait son poignet tremblait de manière incontrôlable. Reviens. Ce n'était pas une demande. C'était le plaidoyer désespéré d'un homme au bord du précipice. Quelques invités s'étaient déjà retournés pour regarder. Le PDG milliardaire de Sterling et compagnie avec des yeux injectés de sang et des mains tremblantes, agrippant une femme en public. Éléonore a baissé les yeux sur sa main, puis a levé les yeux. Une lueur de quelque chose ressemblant à une pitié froide les a traversés. Monsieur Sterling, a-t-elle dit doucement mais fermement, vous dépassez les bornes. Dans le dictionnaire d'un actuaire, les dettes radiées ne sont pas sujettes à recouvrement. Les doigts de Vincent se sont décrispés comme si le cordon d'alimentation avait été arraché de sa colonne vertébrale. Son bras est retombé mollement sur le côté. Éléonore a ajusté la manche de son blazer, cachant les marques rouges laissées par ses doigts, et a placé sa carte de visite sur la table de cocktail à côté de lui. Le temps est écoulé. Demain, j'informerai le comité que nous mettons fin à l'accord en raison de la rétention de données. Elle a tourné les talons et s'est éloignée. Vincent est resté seul près de la baie vitrée. Sa main a inconsciemment saisi le tissu de sa veste de costume, directement sur son cœur. En entrant dans le couloir, Éléonore est allée aux toilettes, a ouvert l'eau froide et a tenu son poignet dessous, lavant les empreintes rouges de ses doigts. Elle a ouvert le dossier sur son téléphone. L'architecture complète du détournement d'actifs vers Amélie Moreau. Rangeant son téléphone, elle est sortie voir Kevin. Annule le projet demain. Informe-les de notre refus. Réserve ma voiture pour rentrer. Mon fils a son anniversaire la semaine prochaine. Le 3e jour après le gala, des enquêteurs du bureau du procureur de la République sont venus chercher Amélie Moreau. Elle portait le même manteau beige à 4 000 €. Les menottes se sont refermées. Amélie Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude à l'assurance, falsification de documents médicaux et mise en danger de la vie d'autrui. Le visage d'Amélie est devenu blanc comme un linge. Quelle mise en danger de la vie d'autrui? Il y a 5 ans, la nuit de la tempête sur la 6, vous avez percuté le véhicule d'Éléonore Sterling, a déclaré sèchement l'enquêteur principal. Votre dashcam a enregistré que vous vous approchiez de sa voiture. Vous avez vu une femme enceinte en train de se vider de son sang, et au lieu d'appeler les secours, vous avez appelé Vincent Sterling, en mentant sur un ulcère perforé. Vous l'avez intentionnellement privé de sa chance de survie. Amélie s'est effondrée, s'accrochant désespérément au cadre de la porte. Ils l'ont emmenée sous les flashs des appareils photo des téléphones de ses voisins. L'ancienne star d'Instagram menottait. Le même jour, Daniel a posé un dossier devant Vincent. Amélie a été arrêtée. Fraude à l'assurance pour 150 000 € avec une fausse note d'ulcère, et mise en danger de la vie d'autrui. Elle a vu qu'Éléonore était en train de mourir et vous a délibérément attiré loin de la scène de l'accident. Vincent a fermé les yeux. Et autre chose, a ajouté Daniel, les enquêteurs ont trouvé les comptes offshore d'Amélie. En 5 ans, elle a détourné 37 millions d'euros de votre fiducie familiale par le biais de contrats fictifs. Et savez-vous quelle signature figurait sur l'autorisation? La vôtre. Vincent s'est souvenu. Il y a 5 ans, Amélie avait demandé de l'argent de démarrage pour une start-up. Il avait dit à Éléonore de rédiger la structure et avait signé les papiers sans regarder. Éléonore a construit la fiducie.
Amélie l'a vidé. Et Vincent a donné le feu vert. Comment les enquêteurs ont-ils obtenu des données aussi précises, a haleté Vincent. Une source anonyme avec l'architecture parfaite du fond. Une seule personne au monde aurait pu faire ça. Une semaine plus tard, Vincent a lu le dossier finalisé sur Éléonore. Le dossier médical de Genève. Fibrose myocardique, 27%, datant de 3 à 4 ans, due à une privation chronique de sommeil et à un stress physique. Son cœur s'était détruit pendant des années alors qu'elle préparait son café, triait ses vestes de costume, effectuait des audits d'entreprise, tout cela pendant qu'il lui interdisait d'appeler son numéro personnel. Vincent a baissé les yeux sur ses mains. Elles ont recommencé à trembler. Il s'est approché de la fenêtre. Une pluie d'automne glaciale et misérable s'abattait sur Lyon. Il s'est souvenu de ses 47 secondes. De la Volvo démolie à 10 mètres. D'Amélie. Le lendemain, Daniel a signalé qu'Éléonore s'envolait de Saint-Exupéry pour retourner à Paris à 16h20. À 15h40, Éléonore était assise dans un SUV VIP devant le terminal. Sur son téléphone, une note vocale de son fils. « Maman, je t'ai fait un dessin. » Elle a souri. Dans le rétroviseur, elle a vu Vincent. Il se tenait sous la pluie battante sans parapluie, à 5 mètres de son véhicule. L'eau ruisselait sur son costume coûteux et son visage. Éléonore est sortie de la voiture mais ne s'est pas dirigée vers lui. « Monsieur Sterling. » Vincent a fait un pas et s'est figé. « Je sais tout », a-t-il expiré d'une voix rauque. Le CG, le genou. Amélie, les signatures. C'est ma faute. Elle l'a fixé à travers le rideau de pluie. Oui, a-t-elle dit. Vincent s'est effondré à genoux, directement dans une flaque d'eau sur l'asphalte. Toute sa fierté imposante a été écrasée dans la saleté. Éléonore, donne-moi une chance. Éléonore a baissé les yeux sur la figure pathétique de l'homme qu'elle avait autrefois aimé plus que sa propre vie. Monsieur Sterling, sa voix était d'un calme absolu. Vous avez eu votre chance il y a 5 ans. Pendant cette tempête, j'ai utilisé mes 47 secondes. Vous avez choisi quelqu'un d'autre. Les dettes radiées ne sont pas remboursées. Elle est remontée dans la voiture. La porte a claqué. Vincent est resté à genoux dans la flaque, fixant la vitre teintée sombre. La vitre s'est entr'ouverte d'1 centimètre, a lentement remonté et s'est scellée hermétiquement. Le SUV s'est éloigné, ses feux arrière rouges clignotants, et a disparu dans le rideau de pluie gris. Il est resté agenouillé sur le béton. Maintenant, il comprenait. Il n'avait pas perdu une femme rebelle. Il avait, de ses propres mains, tué le seul être humain qui avait renoncé au monde entier pour lui. Et il l'avait récompensé avec la règle « Ne m'appelle pas » et un regard indifférent à 10 mètres de distance alors qu'elle saignait. 3 mois plus tard, Paris. Éléonore se tenait sur une pelouse enneigée du parc Monceau. Un garçon de 4 ans en veste bleue et bonnet rouge poursuivait des pigeons. « Maman, il n'arrête pas de s'envoler. » « Marche plus lentement, petit homme. Alors ils n'auront pas peur. » Elle s'est penchée et a ajusté son bonnet qui glissait. Le garçon s'est docilement dirigé vers les oiseaux sur la pointe des pieds. Son téléphone a vibré. C'était Kevin. « Éléonore, le conseil d'administration a approuvé votre budget pour l'année prochaine. 28 milliards d'euros sous votre gestion. Félicitations. Aussi, Sterling et compagnie a déposé une nouvelle demande par les canaux officiels. Rejetez-la, a dit calmement Éléonore. Selon la politique du fonds, les entreprises surprises à dissimuler des données sont mises sur liste noire pendant 12 mois. Elle a raccroché. Au loin, son fils a finalement réussi à effleurer l'aile d'un pigeon juste avant qu'il ne s'envole. « Maman, je l'ai touché », a crié joyeusement le garçon, affichant son sourire édenté. Éléonore s'est approchée, l'a pris dans ses bras et l'a hissé sur ses épaules. « Tu l'as touché ?» a-t-elle dit. Et enfin, un large sourire authentique a illuminé son visage. Le soleil parisien, aveuglant et sec, les illuminait tous les deux. Elle s'est enfoncée plus profondément dans le parc, ses pas assurés et stables.